Pendant longtemps, j'ai vu les ETF comme le produit parfait, sans trop me poser de questions. C'est simple, pas cher, diversifié, et pour moi ça en fait une révolution. Et d'ailleurs, il y a quasi tout le monde qui te dit de mettre ton argent dedans, et moi aussi, j'ai mis mon argent dedans, et j'ai recommandé à mes amis de faire pareil. Mais il y a aussi des critiques. Pas juste ton banquier, qui veut te refiler d'autres produits pour prendre plus de frais, mais des critiques solides, de gens qui sont sérieux et indépendants, sur le fonctionnement et la structure même des ETF. Et pour moi, c'est ça qui doit t'intéresser. Je ne parle pas du risque que les marchés chutent, ça c'est clair pour tout le monde, mais du risque d'utiliser ces produits. En clair, est-ce que c'est dangereux d'acheter des actions via ETF plutôt qu'en direct? Est-ce que tu prends un risque et tu risques de perdre de l'argent en faisant ça? Salut, c'est Jemuel d'Hello Money. Warren Buffett dit que ne pas comprendre ce dans quoi on investit, c'est prendre le risque de le perdre. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais exactement, de manière précise, où va ton cash quand tu cliques sur acheter un ETF? Je te demande parce que moi, je savais pas, du moins pas précisément, pendant assez longtemps. J'imagine que tu crois que ça sert à acheter les actions correspondantes du S&P 500 ou MSCI World ou ce que tu veux. Mais en fait, non, c'est plus compliqué. Et tout le monde achète parce que tout le monde achète sans trop se poser cette question. Mais on va voir qu'il y a plusieurs problèmes potentiels. Si tu creuses dans les documents d'information, les PDF que pas grand monde lit, tu vas voir plusieurs choses. Déjà, la société qui gère ton ETF, elle a souvent le droit de pas acheter réellement les actions correspondantes, mais elle peut acheter à la place des produits financiers plus complexes qui vont copier la performance de ces actions. Et tu verras aussi que la société qui gère ton ETF, elle a souvent le droit de prêter les actions, donc tes actions, à des banques ou fonds pour gagner plus d'argent. Et une autre question à se poser, c'est de savoir si l'entité qui récupère ton argent pour acheter les actions, elle est si solide, au point de mettre ton cash dedans. Qu'est-ce qui se passe si ça tourne mal? Si la société qui gère ton argent fait faillite? Ou si les produits dérivés qu'elle détient perdent leur valeur? Ou si les actions prêtées ne sont jamais rendues? Mon avis, c'est que si tu investis en ETF ou que tu réfléchis à le faire, il faut absolument que tu creuses ces points. Pour une raison simple. Principe de base en finance, il faut toujours être 100% au clair sur ce dans quoi tu investis. C'est une grosse leçon de 2008, entre autres, mais pas que. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. S'assurer qu'on ne se retrouve pas sans rien si le système tremble et que les gestionnaires d'ETF ont des problèmes. On regarde point par point. Le premier risque souvent mentionné, c'est que les gestionnaires ETF, ils achètent pas forcément des actions, mais plutôt des produits dérivés à la place. Je t'explique. Le principe simple d'un ETF, c'est que toi, en tant qu'investisseur, tu mets de l'argent dans un fonds qui, lui, va acheter les actions correspondantes pour toi. Par exemple, tu achètes via ton courtier en ligne un ETF S&P 500. Tu t'attends donc à ce que le gestionnaire de l'ETF achète les actions du S&P 500 avec ton argent. C'est ce pourquoi tu lui payes des frais. Mais en fait, en pratique, il y a deux moyens pour un ETF de copier un indice. Le premier, c'est la réplication physique, méthode la plus simple à comprendre. L'ETF va réellement acheter les actions de l'indice. Et donc là, pour le S&P 500, il va acheter des actions Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet. Et le deuxième, c'est la réplication synthétique, par swap. L'ETF ne va pas directement acheter ces actions, mais plutôt conclure un contrat d'échange avec des banques pour copier la performance de ce qui est censé y avoir dans l'ETF. Et c'est tout le sujet. Beaucoup d'ETF ne détiennent pas vraiment les actions que tu veux avoir, mais copient la performance via des dérivés, c'est-à-dire des produits financiers qui vont simuler la performance des actions. C'est devenu assez standard, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc en fait, on investirait et on ne détiendrait pas vraiment les actions? Pourquoi faire du synthétique plutôt que du physique? Est-ce qu'il y a une raison pour nous de préférer le synthétique? Et surtout, est-ce que c'est pas risqué? Forcément, ça semble plus solide d'avoir les actions que de pas vraiment les avoir. En fait, les ETF synthétiques, ils ont été créés pour 4 raisons. Déjà, ils permettent de baisser les coûts. Le gestionnaire n'a pas besoin de payer des frais de transaction sur chaque entrée et sortie de titre. Et il y en a des milliers dans un ETF. Ensuite, ça permet d'éviter des frottements fiscaux. Typiquement sur les dividendes étrangers qui sont soumis à l'imposition à la source. Par exemple sur les dividendes US, où il y aurait une retenue à la source de 15% sur les dividendes. Ça peut quand même faire gagner 0,3-0,5% par an de performance nette, ce qui n'est pas rien du tout. La troisième raison, c'est qu'ils permettent d'accéder à des marchés qui sont coûteux et qui sont compliqués et chers à répliquer physiquement. Par exemple, les marchés émergents, la Chine ou des matières premières. Typiquement, un ETF MSCI Emerging Markets physique, il doit acheter des centaines de titres illiquides dans plus de 20 marchés différents avec des frais de transaction, des taxes locales, des restrictions de détention. Et le swap, il permet de déléguer ça à une banque, ce qui est plus simple, plus propre et surtout ce qui est moins cher. Et enfin, quatrième point, l'ETF synthétique, il permet d'avoir du S&P 500 ou du MSCI World dans son PEA. Alors que dans le PEA, on est censé détenir que des actions européennes, comme vous le savez. Alors ok, c'est bien pratique, mais du coup, est-ce que c'est solide?
La banque, donc le swap partner, va donner à l'ETF la performance annoncée. Donc l'évolution de valeur et des dividendes du S&P 500, par exemple. Et en échange, l'ETF va donner à la banque la performance d'un autre portefeuille, qui sera lui aussi composé d'autres actions ou obligations. C'est ça qui rend ce système solide. C'est un échange, donc on ne détient pas rien de notre côté en fait. Si j'ai un ETF S&P 500 et que l'indice S&P 500 passe de 100 à 103 et que pendant ce temps, mon portefeuille physique, c'est-à-dire ce que l'ETF détient vraiment, il passe de 100 à 101, alors la banque va payer à l'ETF la différence de 2 €. Et qu'est-ce qui se passe si la banque fait faillite et donc doit de l'argent à l'ETF? Eh bien le gestionnaire, il a toujours le portefeuille de substitution. Donc il se retrouve pas sans rien. Et la régulation européenne, elle s'appelle UCITS, dit que la différence entre l'indice et le portefeuille ne peut jamais dépasser 10%. Et quand l'écart atteint ce niveau, la banque doit directement payer la différence, tout de suite. Et en pratique, tous les jours, les écarts sont compensés, ce qui garde l'écart très proche de 0. Et vous pouvez accéder à ces infos parce que c'est public. Par exemple, pour l'ETF Amundi MSCI World, le risque est de 6,2 millions sur 3,6 milliards. Donc dans le cas d'une faillite totale de BNP, qui est le swap partner ici, le risque maximum au moment du rapport était de 0,17% de perte potentielle. Pour iShares MSCI World de BlackRock, pareil, c'est moins de 1%. Le risque existe donc, mais en fait, il est vraiment très faible. Et encore, c'est seulement dans le cas où BNP fait faillite. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours choisir des ETF à réplication physique uniquement. Ce qui résout totalement ce problème qui, vous avez compris, n'en est pas vraiment un pour moi. Dans tous les cas, on possède donc des actions-obligations en physique, que l'ETF soit synthétique ou physique. Mais les ETF ont le droit de les prêter. Et est-ce que ça, c'est pas un autre risque? Ils peuvent prêter les actions, tes actions, à des banques ou des hedge funds par exemple. Et en échange, ils vont gagner une commission. Ça s'appelle le revenu de prêt de titre. C'est quoi l'objectif? En fait, c'est juste de gagner un peu plus d'argent. Donc, il se ferait de l'argent sur ton dos. Et surtout, la question c'est qu'est-ce qui se passe si l'emprunteur des actions a un problème et ne peut pas les rendre? Pour le coup, c'est très transparent. Ces revenus, tu peux les voir dans les prospectus des fonds. Et en fait, le gestionnaire, il fait pas ça sur ton dos. La réglementation UCITS, la fameuse, elle est très claire et elle dit que tous les revenus de prêt doivent revenir au fonds. Et donc à toi, en tant qu'investisseur. Par exemple, pour iShares Core MSCI World, les revenus de prêt, c'est 0,02% de rendement en plus pour les invests. Et pour iShares Core MSCI Emerging Markets, c'est 0,2%. Et ça te revient donc, avec juste l'exception des coûts opérationnels des prêts. Par exemple, pour iShares, c'est 62,5% des revenus de prêt qui vont aux investisseurs et 37,5% qui vont à la société de gestion pour couvrir les coûts opérationnels. Donc tout ça, c'est très bien, formidable, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque si l'emprunteur a un problème et peut pas rendre les titres? Et pour ça, en fait, il y a une protection qui est assez solide. Les prêts doivent avoir un collatéral de 102% minimum pour les actions US et 105% minimum pour les internationales. Pour iShares MSCI World, il y a 9,12% du fonds qui est prêté, mais en échange, il y a un collatéral de 108,4%. Si on prend iShares MSCI Emerging Markets, là c'est 9,09% prêté avec un collatéral de 109,5%. Et ce collatéral, c'est du solide. Pour iShares MSCI World, le collatéral, c'est du S&P, du Microsoft, du Apple et des actions de grande qualité comme ça. Donc moins de 10% du portefeuille est vraiment prêté et surtout, il est prêté en étant sur garantie. Moi, ça me va très bien parce que ça augmente ma rentabilité tout en étant très bien protégé. Mais là, c'est pareil que pour les ETF synthétiques. Si vous préférez, vous pouvez toujours partir sur des ETF sans prêt de titre. Ce sera indiqué No à prêt de titre dans les documents d'information. Sur ces deux points de structuration, du coup, je suis assez serein. Mais il y a aussi d'autres risques qui sont plus systémiques à creuser. Et surtout, le risque de liquidité pendant les crises. La liquidité, c'est la facilité et la rapidité pour acheter ou vendre quelque chose. Par exemple, du cash, c'est méga liquide. Une action Microsoft, c'est très liquide aussi. Ça s'achète et ça se vend facilement. Et en revanche, ta maison, c'est pas super liquide parce que ça prend du temps à vendre. On t'a peut-être déjà dit, les ETF, c'est dangereux parce que pendant une crise, tu pourras pas récupérer ton argent de suite. Alors qu'avec des actions, tu peux les revendre directement. Et même le Fonds monétaire international, quand même, avait lui aussi alerté là-dessus. Comment ça fonctionne en pratique, la liquidité d'un ETF? En gros, c'est un fonds qui est coté en bourse. Donc tu peux acheter ou vendre tes parts à tout moment, enfin pendant les heures d'ouverture du marché. Mais le gestionnaire de l'ETF, il va pas acheter ou vendre les actions Microsoft, Nvidia ou autres à chaque fois. C'est beaucoup trop de transactions. Pour que ça fonctionne, il y a donc un acteur dans les coulisses qui joue un rôle très important. C'est le market maker. Ça va être par exemple Flow Traders, BNP, la SocGen ou d'autres banques. Eux, ils achètent ou vendent des parts d'ETF en fonction de l'offre et de la demande, pour que le prix de l'ETF il corresponde toujours à la valeur des actions détenues. Et si beaucoup de gens veulent acheter un ETF, alors ils vont créer des nouvelles parts en achetant des actions.
ou en détruire si trop de gens veulent vendre, en vendant des actions. Dans une période de crise extrême, il peut arriver que les market makers ils calment leur activité pour diminuer leur risque. Et donc le prix de l'ETF, il peut être différent pendant un moment de sa vraie valeur, la valeur des actions qu'il détient. Et si toi tu vends dans la panique, à ce moment-là, tu risques donc de vendre en dessous de la valeur réelle, celle des actions détenues par l'ETF. Et dans des cas vraiment exceptionnels, tu peux même galérer à trouver un acheteur immédiatement. Donc tu dois attendre un peu avant de pouvoir vendre. Est-ce que c'est un problème? Pour moi, pas vraiment. Ces déséquilibres, ils sont temporaires et dès que les marchés se calment un peu, les market makers reviennent et le prix de l'ETF se réajuste. Pour des ETF vraiment niches, comme certaines obligations ou des petites capitalisations, ça peut être un peu plus compliqué, mais pour les gros ETF type MSCI World ou S&P 500, c'est pas un problème parce qu'ils sont super liquides. Et si tu investis à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit écart de prix temporaire, ça va avoir zéro impact sur ton rendement. Et de toute façon, il faut pas vendre dans la panique. Les critiques de la part du FMI, c'était surtout sur la dépendance des ETF à quelques gros market makers. Mais depuis, les gestionnaires d'ETF ils bossent en général avec 5-10 market makers, donc ça réduit la dépendance. Le quatrième et dernier risque, pour moi, c'est le sujet le plus gros, mais c'est aussi le plus facile. Qu'est-ce qui se passe si Amundi, iShares, Lyxor ou d'autres ont des problèmes et font faillite? Si tu as des ETF chez Lehman Brothers, en gros. En fait, les ETF, ils leur appartiennent pas. C'est des sociétés de gestion, mais les fonds sont des entités juridiques qui sont séparées. Et si le gestionnaire fait faillite, les actions du fonds, elles restent la propriété des investisseurs, donc ta propriété, et pas du gestionnaire. Par exemple, en France, l'autorité de régulation, donc l'AMF, elle nommerait un nouveau gestionnaire pour reprendre la gestion du fonds, ou elle liquiderait l'ETF, c'est-à-dire qu'elle vendrait les actions et elle te rendrait ton argent. C'est un point qui est super important dans la réglementation européenne sur les ETF, ils sont faits pour résister aux faillites. On dit qu'ils sont fail-safe. Du coup, j'imagine que tu as compris, ces 4 points, ils vont pas du tout m'empêcher d'investir en ETF personnellement. Mais je suis très content de comprendre et d'être serein sur ces sujets importants. Après, pour moi, il y a aussi des très bons arguments pour pas investir. Bon, déjà, si t'as pas d'argent, bien sûr, mais surtout si tu supportes pas du tout les hauts et les bas du marché, ou si tu comprends pas vraiment comment ça marche, ou si t'as pas un horizon de temps assez long, ou simplement si t'as des convictions personnelles type peur qu'on soit dans une bulle. Tout ça, pour moi, ça peut être des raisons légitimes personnelles pour toi, mais de mon point de vue, elles remettent pas en cause les ETF et la révolution que sont les ETF en général. Non seulement ils sont simples et pas chers, mais en plus, on vient de le voir, ils sont vraiment bien régulés. Attention quand même à pas confondre les vrais ETF passifs avec les ETN, les ETP ou des ETF actifs, type l'ETF de Cathie Wood, qui sont plus spéculatifs ou avec beaucoup plus de frais. Et si tu veux commencer à investir en ETF dès maintenant, tu peux regarder mon comparatif des différents courtiers en ligne. Je te mets le lien sous la vidéo. Je suis assez curieux de voir les autres critiques d'ETF que vous entendez et ce que vous en pensez. Ou aussi si vous avez d'autres opinions sur ce que j'ai dit. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup.